Et mon invité pour le Zoom d'aujourd'hui, c'est Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vous connaît, vous êtes philosophe, ancien député, ancien chef d'entreprise, président du Parti chrétien-démocrate, qui est devenu très récemment via la voix VOIE du peuple. Vous êtes également l'auteur d'un dernier ouvrage, La voix VOIX du peuple. Vous nous faites des blagues. Édition du Rocher. Alors, on va parler surtout de cet ouvrage, puisque vous êtes déjà déclaré à la candidature pour la présidence de la République en 2022. Ce livre n'est pas vraiment un programme présidentiel en tant que tel, c'est avant tout une démarche constitutionnelle. Vous tirez comme conclusion que plus rien ne fonctionne et que si plus rien ne fonctionne, c'est en grande partie à cause des institutions défaillantes de notre État. Il me semble que une des raisons pour lesquelles la France est dans l'état que nous connaissons, je mets de côté les avatars socio-économiques, etc., qui sont plus ou moins maîtrisables par des politiques publiques. On sait bien que... Mais nous assistons à une opération de confiscation du pouvoir comme il y en a sans doute très rarement eu dans l'histoire de notre pays. Nous sommes non plus dans un régime vraiment démocratique, mais dans une oligarchie. Alors c'est un vieux mot pour dire que un petit groupe de personnes s'est rendu propriétaire du pouvoir politique et économique et qu'il ne prend plus de décision que celle qui conforte son intérêt. Et que le reste, finalement, est soit enfoui dans les sables, soit abandonné, soit écarté ou rejeté, voire combattu. À ce titre, vous parlez à plusieurs reprises du populisme et vous dites finalement que le populisme, c'est ce dont on parle quand les élites ont fait sécession, quelque part. Alors c'est ça, c'est une façon de le dire. L'autre façon, à l'envers, mais ça revient au même, consiste à dire, au fond, est considéré comme populiste aujourd'hui tout ce qui ne reconnaît pas l'éminence ou la valeur incomparable des élites quand ils dirigent les choses. Je dis souvent que le mot populisme a été inventé par les élites pour discréditer ceux qui les critiquent. Et effectivement, je crois que la situation dans laquelle nous sommes est telle que cette confiscation du pouvoir rend en fait les politiques publiques, même les bonnes, et sur un malentendu il peut y en avoir, comme dit l'autre, par les temps qui courent, ou les projets, même quand ils sont bons, eh bien, le critère n'est plus leur caractère pertinent, leur bonté, ou leur bonne qualité, ou mauvaise, ou impertinent. Est-ce que ça arrange ou pas les gens qui ont confisqué le pouvoir ? Il faut débloquer ça. Et si effectivement, nous voulons redresser notre pays, la première chose à faire, avant de s'interroger sur quelle politique publique devrait être menée, la première chose à faire, c'est de redistribuer l'ensemble de l'économie du pouvoir et de, en fait, redonner le pouvoir aux Français parce qu'on leur a volé pour une partie. Et l'objet de ce livre, c'est de dire, au fond, il est possible d'imaginer un fonctionnement institutionnel dans lequel on vous rend le pouvoir, on vous rend vos responsabilités, vous redevenez maître de votre destin pour une très large part. Bien sûr, on maintient l'autorité politique, on maintient la présence de l'État, on maintient un chef de l'État, un Parlement, tout ça n'a pas vocation à changer. Mais on réarrange, on redistribue au sens strict l'intégralité des pouvoirs. C'est pourquoi le retour vers le peuple, d'une certaine manière, est à mon avis un point absolument indispensable et préalable à toute réforme politique. Alors pour poursuivre, je vous propose de faire un tout petit peu de lecture et j'aimerais commencer avec la citation du général de Gaulle qui commence cet ouvrage. C'est un petit peu long mais elle est très éclairante. À l'origine de ce trouble, il y a le sentiment attristant et irritant qu'éprouvent les hommes d'à présent d'être saisis et entraînés par engrenage économique et social sur lequel ils n'ont pas de prise et qui fait d'eux des instruments. Ce mal du siècle qui est celui des âmes, nous pouvons pour notre part, contribuer à y remédier en organisant la participation de tous à la marche de l'activité à laquelle ils contribuent, de telle façon que chacun soit dignement associé à ce qui se passe à son propre sujet et assume des devoirs en même temps qu'il fait valoir des droits. Alors il y a des termes clés dans cette citation, il y a participation, réforme de l'État et en même temps cette notion de subsidiarité qui est très souvent absente du domaine politique en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pour commencer, c'est quoi la participation ? Dans l'esprit du général de Gaulle et dans celui généralement des chrétiens sociaux et puis d'un certain nombre d'autres personnes, des courants libéraux qui sont très favorables à ça, enfin c'est un sujet assez partagé, c'est cette idée que sur le plan économique et dans l'entreprise, on doit veiller à ce que la richesse créée par l'entreprise profite aussi aux salariés, au-delà simplement des salaires ou des primes que leur contrat leur promet. Et c'est pour ça qu'on a inventé dans les lois françaises les accords dits de participation, qui est la participation, la distribution d'une part des bénéfices. Un intéressement finalement. Et alors il y a aussi des accords d'intéressement, ce n'est pas tout à fait la même mécanique, mais c'est la même logique. C'est au fond, faisons en sorte que la richesse créée produisent aussi des effets chez ceux qui activement la créent, c'est-à-dire les salariés. Donc partageons
les bénéfices. La participation, c'est une participation de la richesse créée par l'entreprise. Ce que j'ai compris en lisant l'histoire constitutionnelle de notre pays depuis 1870 pour écrire ce livre, c'est qu'au fond, à cette période, la question de la participation est très centrée sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on cherche une voie médiane pour sortir du capitalisme brutal et ne pas tomber pour autant dans le collectivisme. On est en 68 quand le général de Gaulle prononce cette phrase. On est en pleine guerre froide, dans l'affrontement des blocs, et donc on cherche une troisième voie. La participation peut en être une, ni capitalisme, ni collectivisme. Mais au milieu, il y a quoi ? Il y a le partage des richesses. Bien. J'ai trouvé que cette phrase était intéressante parce que, au fond, ce qui est indiqué, c'est que le fait que nous nous sentions des instruments, c'est-à-dire pilotés par quelqu'un d'autre que nous, en réalité, l'instrument, c'est celui qui ne se gouverne pas tout seul. Ça vaut aussi sur le plan politique, en fait. Et le paradoxe de la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'on va assez souvent aux élections, dans les urnes, alors que ce soit sur le plan politique. Alors il y a les prud'hommes, il y a les parents d'élèves, il y a les mouvements familiaux, il y a des tas d'élections tout le temps, partout en France. Et il n'y en a jamais eu autant. Et puis, d'un autre côté, on n'a jamais eu autant le sentiment d'être dépossédé de ce qui pourtant devrait nous revenir. Et c'est pour ça que, en lisant ce discours des vœux, du 31 décembre 68, la citation que vous venez de lire, je me suis dit, mais au fond, il faut faire sur le plan politique ce qui a été fait, en partie, pas parfaitement, mais quand même en grande partie, sur le plan économique. Donc il faut trouver le moyen de faire participer davantage le peuple à la décision politique et aux choses qui l'intéressent. Et c'est là qu'on vient à la question de la subsidiarité, c'est-à-dire ce principe simple selon lequel je dois pouvoir faire librement tout ce que je peux faire seul quand ça m'intéresse. Ce que je ne peux pas faire moi-même, je demande à l'échelon du dessus, entre guillemets, de m'aider à le faire ou de le faire pour mon compte. Et quand on organise la société comme ça, en partant du bas, c'est-à-dire en notant aux individus que ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Je ne peux pas me protéger tout seul sur le plan de la sécurité, c'est pas possible. C'est trop compliqué, je suis pas formé pour, j'ai pas les outils qu'il faut pour, c'est difficile. Donc je demande à l'échelon du dessus, à l'État en l'espèce, d'organiser et ma sécurité et la justice pour la rendre, parce que ça, c'est pas possible. Mais je peux élever mes enfants après comme je veux, je peux travailler là où je veux, j'ai le droit de me loger là où je veux, je peux participer, créer l'association que je veux, l'entreprise que je veux. Ça, je peux le faire tout seul. Donc je dois pouvoir le faire. Tout ce que je ne peux pas faire seul, je le confie à une autorité politique ou collective. Et à ce moment-là, on rentre dans une organisation subsidiaire. Donc les deux sont liés avec cette même idée que participer au sens où je l'emploie moi et au sens où je le reprends, s'il me le permet, à Charles de Gaulle depuis 1968, c'est étendre au secteur politique ce qui était son intuition à lui sur le plan économique. Alors, il y a également la notion de RIP, de référendum d'initiative populaire que vous évoquez. Alors ça, j'ai envie de vous dire, un peu tout le monde en parle aujourd'hui, depuis les Gilets jaunes, tout le monde propose de faire un référendum d'initiative populaire. Qu'est-ce qui vous distingue des autres ? D'abord, il est dans la loi. Je vous ferai remarquer que le RIP qui veut dire partager. Quand il est dans la loi. Partager parce que c'est à la fois le peuple et le Parlement qui doivent consentir à son organisation. Ce qui me distingue, je ne sais pas. Je constate que quand j'ai eu à le voter comme parlementaire, je l'ai fait. Donc c'est une des choses que je crois nécessaire. Deuxièmement, je milite pour à la fois un assouplissement des modalités d'organisation de ce type de référendum. Je rappelle que pour l'instant, il faut réunir 10% du corps électoral et 20% des parlementaires. Ça veut dire 4,5 millions de signatures, ce qui est colossal. Et un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire environ 180, ce qui est très important aussi. Donc les modalités actuelles d'organisation ont peu de chances de jamais être satisfaites. Donc c'est pas fait pour ça. Il se trouve que ces modalités ne permettent pas, en fait, pratiquement d'aboutir à l'organisation de ce référendum. Donc il faut abaisser ces seuils, assouplir ces modalités et permettre que ça se fasse pour de vrai. Avec une réserve, et c'est pour ça que je suis contre l'évolution qui voudrait dire que tous les sujets doivent être possiblement l'objet d'un référendum d'initiative partagée, parce que c'est très compliqué, on ne peut pas envoyer 45 millions de Français aux urnes toutes les 3 semaines ou tous les mois parce que il y aurait je ne sais pas quoi. On n'est pas en Suisse et j'observe que les Suisses votent beaucoup, mais canton par canton. C'est pas toute la Suisse qui vote tous les dimanches. Donc il faut faire attention à la dimension de notre pays, premièrement. Deuxièmement, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et troisièmement, je suis absolument opposé à cette idée qu'on pourrait destituer par référendum des gens qui ont été élus. Et je le suis pour 2 raisons. La première, c'est que... Donc pas de référendum révocatoire, non, comme on dit. Absolument. Qu'il y ait des modalités plus dures, une plus grande sévérité à l'égard des élus qui commettent des fautes dans le cadre de leur mandat,
pour qu'il soit rendu inéligible, ça, je ne suis pas contre du tout. Ça fait même des années que je prône ça. Enfin, on pourrait considérer qu'il y a la sanction des urnes. Alors, il y a la sanction des urnes. C'est exactement ce que je crois. Et par ailleurs, il faut du temps pour mener les choses et pour faire des réformes politiques. Et plus le temps va vite, paradoxalement, plus le temps politique doit être long. Comme ça fait partie des éléments que je décris dans mon livre. Et deuxièmement, il y a une forme de contrat de confiance. Et ce contrat de confiance, les électeurs l'ont donné aux élus. On ne peut pas, ça peut pas être quelque chose qui relève soit du caprice, soit de la foucade, soit de l'énervement de la passager ou de l'agacement, etc. J'ai été élu local pendant un certain nombre d'années. Je sais bien que sur tel ou tel projet que vous mettez en œuvre, il y a de très fortes chances qu'en allant sur votre marché ou acheter votre pain le samedi matin, comme c'était mon cas, vous vous fassiez agrafer par quelqu'un dans la rue qui n'est pas content, qui vous pourrit les pieds à la tête en disant que vous n'avez rien compris, etc. Ça arrive assez souvent. On est même là pour ça. Est-ce que ça doit justifier pour autant un référendum révocatoire ? Non. Donc, laissons le temps des urnes faire leur travail, laissons aux politiques le temps de mettre en œuvre ce pour quoi ils ont été élus, laissons-les tout simplement faire fructifier la confiance qu'ils ont reçue de leurs électeurs, car s'ils sont élus, c'est pas par hasard, ils ne l'ont pas décidé eux-mêmes. Alors vous parlez du temps, ça tombe bien, ça va amener à ma question suivante. Vous parlez donc, on l'a dit, vous êtes candidat pour la présidentielle de 2022, vous parlez d'un septennat non renouvelable pour finalement mettre un terme à cette espèce de course permanente au futur mandat. Oui, et pour permettre aussi qu'une respiration démocratique intervienne au milieu du mandat présidentiel, ou presque au milieu. Là encore, quel est le fond du sujet ? On voit bien qu'il y a entre les Français et leurs responsables politiques une forme de défiance, là encore, dont nous avons connu sans doute peu d'équivalent dans notre histoire au moins récente. À quoi est due cette défiance ? Elle est due d'abord au fait que, bien sûr, en général, les responsables politiques n'ont pas réussi dans leur mandat de ramener la prospérité dans notre pays. Mais les Français sont pas fous, ils savent bien que c'est difficile. Ils voient bien que c'est compliqué partout, ils voient bien que ça ne dépend pas que de la France et de ses dirigeants, enfin, tout ça ils le comprennent. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est de n'avoir pas le moyen de dire à leurs responsables politiques nationaux, ça on n'en veut plus. Et pourquoi ils n'ont pas le moyen ? Parce que le calendrier politique ne leur permet pas. Quand les deux durées des mandats législatifs d'un côté, donc de l'Assemblée nationale, et celui du président de la République de l'autre côté sont alignés sur la même durée et sur la même période, à quelques semaines près, à quel moment une élection nationale vous permet-elle de dire la politique que vous menez, vous, le chef de l'État et son gouvernement, et vous, la majorité parlementaire, il faut en changer, ça ne nous va pas. Quand pouvez-vous le dire ? Jamais. Alors, de temps en temps, vous le dites aux élections intermédiaires locales. Mais il y a quelque chose de baroque, parce que une élection locale, ça sert à désigner son responsable local. Si vous n'êtes pas d'accord politiquement avec le maire de votre commune, ce qui peut arriver, mais par ailleurs, il peut être reconnu comme un bon maire, même par ses adversaires. Et ça aussi, ça arrive souvent. Il n'y a aucune raison que... C'est comme ça qu'on en arrive à la profusion des candidats à la mairie sans étiquette. Mais bien sûr, exactement, c'est ça. Donc au fond, ou à ce que des maires de gauche soient élus régulièrement dans des villes qui sont sociologiquement de droite, je pense à Dijon, je pense à Nantes, je pense à d'autres encore, et inversement d'ailleurs, mais c'est plus rare. Mais au fond, le mandat local, c'est un mandat de gestion. Que d'une certaine manière, mais soit de droite ou de gauche, c'est peu d'importance sur beaucoup de sujets. Donc, si vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas d'autres moyens, de vous servir des élections locales comme d'un signal d'alerte ou d'un coup de klaxon à l'égard du gouvernement, en disant non, attends, c'est pas son... D'abord, ça détourne l'élection locale de son but, et ça met les gens dans l'embarras eux-mêmes sur leur territoire, et deuxièmement, le signal n'est que rarement entendu, en tout cas, ça n'a pas d'effet sur la conduite des affaires, puisqu'on a beau jeu de vous dire, attendez, c'est un scrutin local, c'est pas un scrutin national, donc le gouvernement et le Parlement ne sont pas concernés. Donc il faut remettre une durée d'exercice du mandat présidentiel d'un côté qui permette de gouverner, encore une fois. Le monde dans lequel nous sommes est extrêmement complexe. Les réformes que nous devons conduire, à force de ne pas les faire, de ne pas les engager, deviennent de plus en plus complexes à engager et à faire aboutir, donc il faut un temps plus long. Et dans ce temps plus long, il faut une respiration démocratique, comme nous l'avons connu dans les deux septennats de François Mitterrand, 86 et 93 respectivement, les élections législatives, où les Français ont dit « ça, c'est plus possible ». Donc vous arrêtez cette politique-là, on n'en veut plus, il en faut une autre, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Mais François Mitterrand a fait 2 septennats. Il a fait 2 septennats. Alors c'est sur le caractère unique du septennat. Je souhaite que le président de la République ait suffisamment de temps pour gouverner et pour engager, pour mener la politique qu'il a présentée aux Français, mais qu'il ne soit pas préoccupé d'abord de sa probable ou possible réélection
dans les 2 années qui terminent son mandat, c'est-à-dire 2 ans avant la fin. Je pense qu'il faut impérativement que le mandat du président de la République ne soit pas renouvelable, c'est même pas qu'il soit pas renouvelable, qu'il soit unique. C'est pour ça que je dis unique et pas renouvelable. Unique, ça veut dire vous en faites un, vous n'en ferez pas d'autre. Même pas si vous êtes pas. Enfin, c'est pas. Alors, est-ce que cette restriction n'est pas un peu dommage, parce que finalement, si on regarde les grandes puissances mondiales, Vladimir Poutine, on peut pas lui reconnaître de n'avoir fait qu'un seul mandat. On ne peut pas non plus considérer qu'en Chine, ce soit un mandat unique qui prévale. Ce n'est pas non plus le cas en Inde. Peut-être que ça ne sera pas non plus le cas de Donald Trump s'il repasse le 3 novembre prochain. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu restrictif ? Vous savez, la comparaison avec les États-Unis est intéressante. Alors, il faut la manier avec précaution, parce que nous vivons dans 2 régimes politiques qui sont extrêmement différents. Mais sur la durée du mandat, le président américain ne peut accomplir que 2 mandats de 4 ans. Ça fait 8, si je compte bien. 2 mandats de 4 ans dans lesquels on voit bien que la dernière année de chacun des mandats, ou au moins les 6 derniers mois, sont complètement bouffés par l'élection. Enfin, il ne se passe plus rien. Donc, si vous retirez une... Mais ils ont des élections de mi-mandat. Ils ont des élections de mi-mandat, absolument. D'ailleurs, beaucoup. Et c'est un facteur de déstabilisation pour eux, parce que c'est très fréquent. Enfin, les membres du Congrès, en tout cas, sont élus tous les 2 ans. Je ne sais pas comment on arrive à s'implanter en 2 ans. Enfin, pour moi, ça a toujours été un mystère. Enfin, c'est comme ça. En fait, ils ont 7 années utiles sur 8 ans de mandat. Et donc, si vous engagez... Le cas de la Russie est un peu à part, parce que, disons que le jeu institutionnel est... un peu différent. Il est régi par des règles qui sont moins strictes, on va dire ça comme ça, voilà. Ou avec lesquelles il est peut-être plus facile de s'arranger, bien. C'est pas tout à fait le cas chez nous, encore que. Donc, vous avez en fait aux États-Unis, pour le président américain qui est élu 2 mandats de suite, vous avez entre 6 et 7 ans utiles sur les 8. Si vous donnez à un président français 7 années utiles, 6 ans, ça passe vite, hein. C'est le mandat d'un élu local, j'en ai fait suffisamment pour le savoir, ça passe très très vite. Mais malgré tout, on a quand même le temps de faire beaucoup de choses. En 7 ans, qui sont pleinement utiles, puisque par définition, il n'y a pas de perspective de réélection à la fin du compte, donc vous pouvez être président de la République sans être candidat jusqu'au dernier jour de votre mandat. Vous avez le temps de faire beaucoup de choses, et en fait, cette durée correspond à quelque chose près à la durée que peuvent représenter les mandats cumulés dans d'autres grandes démocraties modernes. Et nous sommes en France. Je veux dire par là qu'il y a chez le peuple français ce paradoxe que l'histoire moderne n'a pas réglé. Nous coupons la tête au roi parce que nous n'aimons pas les monarques, mais nous adorons le système monarchique. Alors comment est-ce qu'il faut trouver l'équilibre entre ces 2 choses-là ? Alors, un septennat non renouvelable, unique, vous l'avez précisé, mais vous parlez également d'un État hypertrophié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Je vais prendre un exemple très concret que tout le monde connaît. Si vous voulez changer un Velux sur la maison que vous habitez ou l'appartement, si vous avez la chance d'avoir un jardin, que vous voulez monter une cabane à outils, si vous voulez monter une association de quartier pour organiser le terrain de boule en bas de chez vous, ou bien emmener des enfants en visite scolaire, je ne sais pas dans quel coin ça devient impossible. Pourquoi ? Parce que il y a trop de règles, trop de normes, trop de réglementations, trop de contraintes de partout, à tel point que on finit d'abord par ne plus les connaître toutes, donc on ne sait jamais. Elles se contredisent parfois d'ailleurs. Alors, il n'est pas exclu qu'elles soient incohérentes, ça c'est vrai. On ne sait jamais quand on est dans les clous et quand on n'y est pas. Est-ce que vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas hors la loi à un moment de la journée sans l'avoir voulu ? Mais parce que tout simplement, il y a tellement de lois qui sont censées encadrer notre vie quotidienne que le fameux adage latin « nul n'est censé ignorer la loi » n'a plus aucun sens, il y en a trop. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une hypertrophie de l'administration qui est censée les contrôler, puisque mécaniquement, plus il y a de lois, plus il y a de gens qui les contrôlent. Donc ça se comprend, enfin il y a une logique derrière ça. Et surtout, en même temps que cette hypertrophie de l'État qui contrôle, il y a un sentiment d'insécurité juridique totale. Et quand vous combinez les deux, beaucoup d'États très puissants, avec l'insécurité juridique, qu'est-ce qui se passe ? C'est le règne de l'arbitraire, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la décision arbitraire de quelqu'un dans un coin d'un bureau on ne sait pas où, qui dit « Ah ben non, ça vous n'avez pas le droit, pourquoi ? On ne sait pas ». Donc il faut réduire vraiment le volume, le poids, l'action, et donc l'ensemble des règles et des normes qui sous-tendent toutes ces actions, ce volume et ce poids de l'État. Et ça va dans le sens de redonner là encore la liberté aux acteurs et au peuple français comme c'est mon souhait
dans ce livre en tout cas et en général. Alors vous plaidez également pour sortir du gouvernement des juges. Vous expliquez que finalement, là encore, plus il y a de normes, plus il y a de décisions, des décisions que les Français ne comprennent pas toujours. On a vu également des décisions qui hérissent le peuple français, parfois contre la liberté d'expression, parfois dans le même temps avec une forme de laxisme béant, j'allais dire, sur des criminels de droit commun, des violeurs qui sont condamnés à une petite année de prison en disant ils ne recommenceront sans doute pas. Comment réformer tout ça ? Alors il y a deux choses, y compris dans la manière dont vous venez de présenter. Il y a une partie qui concerne l'institution judiciaire et une partie qui relève des politiques pénales. Les deux sont dans des ordres différents. Mais là où vous avez raison de les rejoindre, c'est que la politique pénale, elle peut être appliquée par les juges dans un sens que vous décrivez, qui est malheureusement fréquent, d'un grand laxisme ou d'une absence de volonté d'appliquer les peines qu'il faudrait. C'est possible parce qu'on a donné à l'appareil judiciaire une indépendance bien plus large que celle à laquelle il a droit et celle qu'il peut légitimement réclamer. Qu'on maintienne, qu'on garantisse absolument et sans restriction la liberté du juge qui décide, j'ai rien à dire à ça. Personne ne doit pouvoir l'influencer, le faire juger des choses qu'il ne veut pas, etc. Qu'on lui dise qu'il est indépendant au point d'avoir été lui-même le décideur de sa propre position et celui qui se soit nommé lui-même et qui tire de lui-même sa propre autorité, ça n'est pas possible. Or, le débat en France, il consiste à dire il faut que la justice soit indépendante, donc il faut qu'elle soit indépendante du pouvoir politique en termes de nomination. Elle doit être indépendante du pouvoir politique en termes de décision. Le juge qui tranche dans son tribunal, lui, doit être indépendant du pouvoir politique. Il ne doit pas recevoir de pression. Sinon, encore une fois, pour vous comme pour moi, ça peut être une source d'insécurité judiciaire. En revanche, quand il est nommé par le pouvoir politique, parce que c'est le pouvoir politique qui détient la légitimité de nommer aux grades et fonctions, comme on dit dans le droit public. Donc, c'est ça qu'il faut assurer. Et aujourd'hui, il faut rappeler à l'institution judiciaire, à l'autorité judiciaire, que la source de son autorité dépend du pouvoir politique. Donc, il faut lui redire que, pour toute une partie, eh bien, on n'applique pas la politique pénale qu'on a choisie et qu'on veut. On n'est pas complètement indépendant, en termes de statut, de carrière, etc. Et on ne peut pas l'être, parce que sinon, encore une fois, on arrive dans un système judiciaire qui vole tout seul, et ça n'est pas possible. Donc effectivement, il y a cette idée que les juges décident d'appliquer le droit ou décident de ne pas l'appliquer si ça leur plaît ou si ça ne leur plaît pas, ou bien décident de poursuivre quelqu'un parce qu'il ne leur revient pas, comme un certain nombre de syndicats, de magistrats ou de militants politiques qui sont des juges aujourd'hui ont pu le faire, ça ne doit plus avoir cours. Ça nécessite, en plus d'une réforme de la politique pénale comme telle qui est autre chose, d'abord une réforme de l'institution judiciaire, de ses carrières, de ses désignations, et d'un certain nombre d'instances comme le Conseil supérieur de la magistrature qui en font partie. Alors on revient sur votre candidature à la présidentielle de 2022. Jean-Frédéric Poisson, vous l'avez déjà annoncé, vous ne participerez donc pas à une primaire quelle qu'elle soit, non. Visiblement vous irez directement. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de primaires d'ailleurs, mais... Il faut dire que la dernière n'a peut-être pas donné lieu à une grande réussite. Les deux dernières en tout cas, oui c'est sûr. Comment voyez-vous cela, puisque finalement on vous a vu un temps être proche des Républicains à l'Assemblée nationale quand vous étiez député, on vous a vu vous rapprocher également de Nicolas Dupont-Aignan sans grand succès. Quelle est cette trajectoire que vous voulez suivre jusqu'à 2022 ? Il y a deux constances dans l'engagement politique qui est le nôtre et le mien. La première, c'est que il est fondé sur des convictions et des principes sur lesquels je ne transige jamais. Parce que c'est ce que j'ai envie de défendre dans l'espace public, c'est tout ce qui concerne la dignité humaine, son intégrité et la manière dont elle se manifeste. Et puis il y a des stratégies d'alliance. Ils sont largement attaqués en ce moment d'ailleurs. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a des stratégies d'alliance qui peuvent varier selon les circonstances et selon les personnes. Bon. Tout ce que vous avez dit est juste. La seule chose que j'ai cherchée, c'est, en particulier depuis 3 ans, depuis 2017 et l'arrivée de M. Macron au pouvoir, c'est d'alerter sur le fait que si nous voulons qu'il ne soit plus président en 2022, nous devons constituer un programme commun de gouvernement. Comme la gauche l'a fait il y a 50 ou 60 ans maintenant, 50 ans. Nous devons faire le même exercice. Si nous ne le faisons pas, Emmanuel Macron sera réélu pour le drame de notre pays et de notre peuple. Donc, j'essaye de faire ça. Je constate avec très grand regret que nous sommes à peu près les seuls à être d'accord pour cette mécanique-là, pour ce type de travail-là, parmi les responsables d'appareils politiques en tout cas, mais que les militants
les sympathisants et beaucoup de lecteurs sont d'accord avec cette démarche, et d'ailleurs nous reprochent sans cesse, y compris à moi, ce qui est quand même un comble, de ne pas travailler pour ça. Donc je mets ce reproche de côté, moi je continue. Ce livre-là, il va dans ce sens, et il dit au fond, puisque visiblement on n'est pas d'accord sur qui doit être le chef, parce que l'obsession c'est ça. Bien sûr. Voilà. Et ce qu'on doit faire et quelle politique publique, on va commencer par se mettre d'accord sur un programme institutionnel, parce que encore une fois, c'est un préalable, ça ne s'arrête pas là. Mon projet présidentiel ne s'arrête pas là. Évidemment. Je viendrai sur un ensemble de politiques publiques dans une année à peu près, parce que l'exercice ce sont les figures imposées du patinage artistique. Ça ne vous fait pas gagner, mais si vous ne le faites pas, vous avez perdu. Donc, tout réside dans le choix du tutu. Oui, en ce qui me concerne, ce sera un peu différent. Mais, bref, donc je ferai cet exercice jusqu'au bout, mais je maintiens que nous devons absolument veiller à ce que ce rassemblement se fasse autour d'un programme commun de gouvernement. Si nous ne faisons pas ça, M. Macron sera réélu président de la République pour notre malheur à tous. Alors ce programme commun, on a le sentiment que vous comptez aussi l'élaborer à travers cet autre outil, le Nouveau Conservateur. C'est un magazine qui vient de sortir. Une revue, autant pour moi. Vous en êtes le directeur de la publication, si je ne m'abuse. Vous travaillez en collaboration avec Paul-Marie Couteau. Le premier numéro s'intitule donc « Covid et totalitarisme ». Je pense que tout le monde fera... le rapprochement. Oui. On y lit parmi les contributeurs Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône pour les Républicains, Marion Maréchal, directrice donc de l'école l'ICEP, Christophe Benz, qui je crois était un de vos proches collaborateurs, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, Jacques de Guibon, le directeur de la rédaction de l'Incorrect. C'est quand même très éclectique. On voit aussi Sébastien Pilard de Sens commun. C'est ça le programme commun? Alors c'est la première pierre, d'une certaine manière, d'un programme commun. Une revue, c'est un lieu dans lequel on se parle de colonne à colonne ou d'article à article. De temps en temps, ça rassemble dans les mêmes colonnes des gens qui se parlent déjà dans les tribunes ou qui affrontent les mêmes adversaires aux élections. Là, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc nous voulons démontrer, avec Paul-Marie Couteau, sur qui ce travail repose en grande partie, avec son équipe, qu'il y a plus de conservateurs en France que ce qu'on croit, que deuxièmement, ils viennent de bords beaucoup plus divers que ce qu'on croit, que troisièmement, ils sont capables de se parler et de travailler et d'élaborer une revue qui est, je crois, d'une belle qualité. Je dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui y suis pour le plus dans cette affaire. Et quatrièmement, que tout ça va petit à petit constituer un projet cohérent, chiffré, j'espère, enfin on y travaillera, pertinent, adapté, et qui peut convaincre les Français, un projet politique qui soit assis sur le conservatisme, qui est, je crois, de quelque bord qu'il soit. Moi, je plaide pour un conservatisme transpartisan, j'ai pas d'exclusive, je crois l'avoir montré dans ma vie politique d'ailleurs, et donc que ce projet-là, il existe, et la revue a vocation, bien sûr, à en être à la fois l'écho, et peut-être aussi, d'une certaine manière, le premier outil. Donc nous avons 6, 7 numéros peut-être, il y aura peut-être 1 ou 2 numéros spéciaux entre-temps. C'est trimestriel. C'est une revue trimestrielle. L'abonnement, je crois, coûte 45 € pour 4 numéros. Et le nouveauconservateur.org, le site internet, vous accueille. Si vous voulez vous abonner, c'est possible en ligne. Alors ça, c'était la page pub pour cette revue. Et puis on va refaire une petite page pub pour votre dernier ouvrage, La Voix du Peuple aux éditions du Rocher. J'ai oublié de le dire au début, vous pouvez le commander sur la boutique officielle de TV Liberté, tvliberté.com. Ça évite de passer par Amazon, par exemple. Excellente idée. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson.